L'établissement d'une alliance thérapeutique auprès des jeunes contrevenants a un défi de taille. Merci d'être présent à cette petite capsule conférence. Je me présente, Louis-Georges Cournoyer, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Bonjour, moi c'est Sophie Massé, agente de planification de programmation et de recherche à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUS, centre-sud de l'île de Montréal. Il s'agit d'une recherche auquel ont collaboré un grand nombre de personnes, pour n'en nommer que quelques-unes: Julie Sainte-Marie, Guy Lupien, Clément Laporte, Jacques Dionne, Anne-Marie Nollet, Mélissa Corsillo et un grand nombre d'intervenants et de jeunes qui ont participé, comme vous le verrez. Cette recherche a été subventionnée par le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada. Alors, pourquoi parler d'alliance? Il s'agit d'une condition nécessaire à la mise en place de toute relation thérapeutique. L'alliance est aussi considérée comme un facteur commun à tout processus de psychothérapie ou de relation d'aide ou d'autres sortes de processus de réhabilitation. Bref, on parle ici de la relation qui s'établit entre un client et un intervenant. De plus, l'alliance est considérée, d'après les recherches, comme une des meilleures variables prévisionnelles du changement chez la personne qui s'est engagée dans un processus thérapeutique. Une définition qui a été particulièrement dominante dans la littérature est celle de Borden. Cette définition transdisciplinaire comporte une dimension plus affective qui traite de la relation entre le client et le thérapeute, et une dimension plus cognitive qui comporte deux éléments, soit l'accord sur les buts de l'intervention et l'accord sur les moyens de les atteindre. L'alliance est quelque chose qui évolue dans le temps. Selon Lubowski, dans un premier temps, l'attitude de l'intervenant qui prodigue entre autres chaleur et soutien envers le client favorise la croyance chez ce dernier que l'intervenant peut l'aider. Dans un deuxième temps, suite à l'établissement de ce lien de confiance envers l'intervenant, s'installe l'engagement et la croyance du client dans le processus de traitement. Louise Gaston distingue entre la contribution, fait une distinction entre la contribution du client et de l'intervenant dans l'établissement de l'alliance. Le client va contribuer à l'alliance par sa capacité à travailler sur lui-même dans un contexte de relation d'aide ou de psychothérapie. Entre autres, en parlant de ce qu'il vit, en s'auto-observant, etc. Il va contribuer aussi à l'alliance par son engagement dans la relation, à savoir être présent, faire des efforts, etc. Quant à l'intervenant, sa contribution porte sur l'établissement d'une entente sur les stratégies de travail. Il contribuera aussi par son engagement et sa compréhension à l'égard de son client. Ce que les recherches nous disent de l'alliance. L'alliance s'établit rapidement, généralement entre 3 et 5 rencontres. La perception qu'a le client de l'alliance est davantage prévisionnelle du changement que la perception de l'intervenant. Une fois l'alliance établie, elle va fluctuer dans le temps entre des moments de rupture et des périodes de réparation. Finalement, on peut dire que la relation qui s'établit avec l'intervenant va avoir un impact sur l'ensemble des autres relations de la personne qui va, à ce moment, être tentée de solliciter de l'aide et de la recevoir. Donc, ça va avoir un impact dans l'ensemble du réseau social de la personne. Différents éléments peuvent entraver ou soutenir l'alliance. Tout d'abord, on peut noter des éléments qui sont propres aux caractéristiques des clients. Plus ceux-ci sont détériorés, c'est-à-dire qu'ils ont des moins bonnes capacités cognitives et relationnelles, plus il va être difficile d'établir une alliance avec eux autres. Les gens qui ont une personnalité limite, les gens sans domicile fixe, les délinquants,
les personnes aux prises avec une dépendance, les gens qui ont un style d'attachement craintif et préoccupé, ou encore les gens qui ont un faible réseau social, sont tous des gens avec qui il sera plus difficile d'établir l'alliance. Les intervenants aussi contribueront à l'alliance par certaines habiletés interpersonnelles, par exemple leur capacité à exprimer de la considération ou d'être sensible aux besoins de leurs clients, ou encore à clarifier et reconnaître les mésententes. Ils doivent avoir des bonnes habiletés de communication, une capacité à maintenir une communication claire et ouverte, une capacité à démontrer une compréhension et une appréciation juste de ce que vit le client et à en reconnaître la valeur. L'empathie, l'ouverture, la capacité d'explorer le monde de l'autre. L'expérience et l'entraînement auront aussi un impact. Plus la personne est expérimentée et entraînée, meilleure elle sera. Donc, ça s'apprend. Toutefois, certains comportements négatifs de l'intervenant, par exemple, une attitude de prise en charge, le fait d'être plus froid, de faire des interprétations prématurées, d'être plus irritable, va nuire à l'établissement d'alliance. Et tout contre-transfert non conscient du thérapeute va avoir un impact potentiellement négatif. Quant aux éléments interactifs, l'appariement thérapeute-client est un élément qui favorise l'alliance lorsque des rapports amicaux qui soutiennent l'autonomie sont là. Ils vont être plus efficaces que s'il y a des rapports compétitifs, hostiles et contrôlants. On parle donc d'une meilleure collaboration entre clients et intervenants. Et encore, il faut dire que peu d'études ont porté sur les jeunes et encore moins sur les contrevenants si on compare à l'ensemble des recherches et même aux milliers de recherches qui ont été faites auprès des adultes. De plus, peu d'études tentent de décrire le processus d'une façon innovante. De façon générale, dans leur méthodologie, les études ont une logique de validation des théories qui ont déjà été présentées ou des principales définitions d'alliance. Donc, il y a peu de nouvelles matières qui est apportée. Dans le cadre de la présente recherche, nous avons décidé de donner la parole aux principaux acteurs, soit aux jeunes et aux intervenants. Nous considérons qu'ils sont les mieux placés. Nous considérons aussi que trop souvent, des intervenants quittent avec une expérience si riche qu'ils pourraient partager et que rares sont les occasions de le faire. Le but de cette recherche est donc d'aller chercher ces témoignages, autant des jeunes que des intervenants. Alors, au niveau méthodologique, nous avons rencontré 26 dyades jeunes intervenants provenant de différents milieux, soit en garde ouverte, en garde fermée et en probation ou suivi dans la communauté. Donc, les entrevues ont été réalisées en 3 étapes. Tout d'abord, les intervenants ont été rencontrés de façon individuelle. Ensuite, nous avons pigé dans leur groupe de jeunes un jeune au hasard et nous avons fait la 2e entrevue avec ce jeune-là. Et finalement, dans la 3e étape, il y a eu des entrevues en dyade, jeunes intervenants, dans lesquelles ils ont eu la chance de partager leur point de vue et d'échanger sur l'alliance thérapeutique. Quand on parle de l'intervention en délinquance, c'est quand même quelque chose de très complexe. Que ce soit, les intervenants ne sont pas seuls, ils fonctionnent dans une organisation, il y a des gens qui font l'évaluation, il y a un appariement, il y a un ensemble de services, il y a un soutien à l'organisation, il y a une formation qui doit être donnée aux intervenants, etc., qui est en amont, si vous voulez, du processus d'intervention. Mais quand on parle d'intervention auprès des délinquants, on parle aussi de surveillance, d'interdit de lieu de contact, d'obligation de participer, de moments où on doit imposer des rencontres aux jeunes, surveiller ses heures d'entrée, etc. Et donc, il y a quand même une complexité particulière au niveau de l'établissement de l'alliance dans ce contexte de surveillance-là. Mais il y a aussi une question d'encadrement clinique dans lequel on doit faire des interventions pour gérer les manquements, pour exposer le jeune à différents apprentissages, des apprentissages d'habileté sociale, de résolution de problèmes, d'empathie, d'alternatives à la violence. Des fois, il est question d'intervention en délinquance. On ne travaille pas seul.
On travaille des fois avec une multitude d'autres intervenants et aussi on a affaire avec la famille et aussi l'ensemble de la société au niveau de la santé, des voisins, etc., de l'école, voilà. Donc, c'est quand même assez complexe et ça ressort, comme vous le verrez, dans la recherche. Alors maintenant, je vais passer la parole à Sophie qui va débuter la présentation des résultats. Donc, l'analyse thématique des entrevues des jeunes et des intervenants ont fait ressortir 9 grands thèmes regroupés en 4 dimensions qui font ressortir des éléments influençant l'établissement de l'alliance selon le point de vue des jeunes et des intervenants. Compte tenu du temps et de l'ampleur du matériel, nous avons choisi de présenter les thèmes et les sous-thèmes principaux de façon très descriptive et sommaire. Nous retrouvons donc les 4 dimensions approche et intervention, facteurs de l'environnement, facteurs liés aux jeunes et à l'intervenant, alliance dans le temps. On retrouve donc les 9 thèmes suivants: contexte et filet, caractéristiques des jeunes, caractéristiques des intervenants et appariement, intervention et approche, enfin, évolution de l'alliance et effet de l'alliance. Pour ce qui a trait aux facteurs de l'environnement, selon les jeunes et les intervenants, le contexte va jouer particulièrement sur le temps. Par exemple, on a un jeune ici qui nous dit « Je ne veux pas faire de jaloux, mais il nomme le nom de son intervenant. Ça, c'était le meilleur pour moi. » C'est peut-être le fait que j'ai été plus longtemps avec lui ou je ne sais pas. Les intervenants nomment plusieurs facteurs provenant du contexte, liés soit aux conditions organisationnelles, aux mesures légales ou au type d'encadrement. Les conditions organisationnelles rapportées sont administratives. Exemple, les remplaçants, les charges de cas en retard, etc. D'autres facteurs liés au système judiciaire, soit par exemple le processus judiciaire qui est long, les délais avant parution et sentence, etc. On nomme aussi le rôle lié au poste, c'est-à-dire que souvent les remplaçants n'ont pas de jeunes de suivi, ils ont un roulement de personnel. Il y a d'autres facteurs qui sont liés au lieu physique, c'est-à-dire conditions d'espace pour des rencontres, par exemple. Par exemple, rencontre dans une cuisine où plusieurs personnes parlent. Il peut y avoir d'autres éléments, par exemple, du temps de libération pour les rencontres, pas de temps de bureau, donc peu de temps pour réussir à rencontrer les jeunes. Tous ces éléments vont faire, entre autres, qu'il peut y avoir des ruptures d'alliances forcées, des impressions des jeunes d'avoir été trahis. Parmi les mesures légales, on va retrouver, par contre, une différence de nombre de conditions de probation qui requièrent plus de surveillance, par exemple. On va retrouver des conditions avec ou sans garde. La garde amenant plus de vécu partagé, plus de temps passé ensemble. Il va y avoir aussi la durée de la mesure, qui peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Tout ça va influencer le temps passé ensemble. On va avoir aussi les conditions liées à la garde, aux conditions, c'est-à-dire soit en garde fermée ou en garde ouverte, l'intensité de la surveillance. Il peut y avoir des probations avec un suivi intensif ou régulier, donc c'est le nombre de rencontres, ça va jouer sur le temps encore. Donc, pour ce qui est du thème filet, on va parler de tiers ou de travail d'équipe. En tant que tiers, on va parler des pairs, de la famille, des personnes clés, de l'école, des collègues. Pour ce qui est du travail d'équipe, on va parler d'alliance systémique autour du jeune ou encore de soutien clinique pour l'intervenant. Par exemple, on a un intervenant qui dit « On essaie de travailler avec les parents, les institutions scolaires. » Des fois, c'est un éducateur scolaire qui a déjà une relation avec le jeune qui fait ce lien-là. Ou peu importe, que ce soit un oncle, une tante, une connaissance, l'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui aborde les sujets qui sont difficiles pour le jeune. Sinon, on ne peut pas le faire si on n'est pas la bonne personne. Pour ce qui est de la dimension facteurs liés aux jeunes et à l'intervenant, d'abord, les participants nous parlent des caractéristiques des jeunes. Dans ces caractéristiques-là, les intervenants particulièrement vont parler du besoin des jeunes. On parle ici de l'importance de tenir compte et de prendre soin des besoins de base des jeunes, de faire la distinction entre leurs besoins et les désirs, de les aider à apprendre à attendre une réponse, le besoin de leur mettre des limites, le besoin de distinguer entre les besoins de jeunes en difficulté, en délinquance, versus des besoins d'adolescents normaux.
Les participants nous parlent aussi de caractéristiques défis qui viennent influencer l'Alliance. Par exemple, des jeunes qui sont carencés, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont vécu des traumas en centre jeunesse, par exemple, qui ont causé des blessures, un manque de confiance en soi, de l'insécurité, des valeurs et croyances de cultures différentes, la méfiance, des jeunes ayant un sentiment d'injustice, qui sont structurés ou stigmatisés ou qui ont un trouble de l'attachement. Les participants vont aussi nous parler de caractéristiques qui vont faciliter l'établissement du lien. Par exemple, ils vont parler de jeunes qui sont honnêtes, qui ont de l'humour, de l'insight, de l'introspection, qui sont motivés, qui sont ouverts, respectueux, réceptifs. Enfin, les participants vont nous parler de comportements défis qui peuvent venir influencer l'établissement de l'Alliance. Par exemple, il peut y avoir des comportements d'agressivité, de colère, de violence, de passif-agressif, des comportements qui peuvent faire vivre un sentiment d'attaque à l'intervenant, qui peut devenir sur la défensive, par exemple. Il peut y avoir des comportements comme la fugue, l'évasion, la récidive, sabotage, conformisme, consommation, qui peuvent venir donner un sentiment peut-être d'impuissance ou de sentiment d'échec de la part de l'intervenant. Ou encore, finalement, le type de délit passé, dont certains délits peuvent venir faire ressentir certains malaises à certains intervenants. Par exemple, on a un intervenant qui nous dit, à la limite, un jeune qui arrive au rendez-vous, qui est très agressif, mais qui se montre méfiant, puis qui dit, moi, vous ne me changerez jamais. Bien, ça va, c'est du contenu. Tu peux commenter, puis commencer quelque chose. Mais un jeune qui arrive, puis qui te regarde, les bras croisés, puis que quand tu poses une question, il dit oui, qui te répond le minimum, c'est vraiment difficile. Alors, parlons maintenant des caractéristiques des intervenants qui peuvent être soit facilitantes ou nuisibles à l'établissement d'une alliance. Je vous rappelle ici que c'est le point de vue des participants, que ce soit jeunes ou intervenants, on ne fait pas la distinction ici. Je vais commencer par vous citer une citation d'un jeune. « Plus que tu crois en moi, plus je trouve que j'ai besoin de faire mon bout de chemin. » C'est fondamental. Et ça, c'est autant de la part des jeunes que des intervenants. Croire dans le jeune, croire dans la personne au-delà du délit, au-delà du comportement. Et sortir du cadre des fois de la profession. C'est fondamental. Ça va avec un savoir-être en relation. On peut citer les caractéristiques qui nous ont été nommées autant par les jeunes que les intervenants. L'authenticité, la chaleur humaine, l'empathie, la capacité d'humour parfois, dédramatiser, la congruence, être dynamique, flexible, ouvert, à l'écoute, honnête, transparent, et reconnaître ses erreurs, avoir une certaine humilité. Pour arriver là, ça prend un équilibre personnel. Il faut prendre soin de soi pour maîtriser ses émotions et garder une forme de confiance en soi. C'est un travail qui pose des défis très importants. Et d'ailleurs, tout en étant à l'écoute, ouvert et authentique, il faut aussi parfois savoir se montrer encadrant. On dit une main de fer dans un gant de velours. Donc, il faut faire preuve d'autorité, mais être cohérent, constant et surtout, dans tout cela, respectueux du jeune. Les jeunes sont particulièrement touchés par les intervenants qui sont engagés, qui sont présents dans leur vie, investis et passionnés. À l'opposé, les intervenants qui sont trop autoritaires, qui vont porter des jugements, vont faire beaucoup réagir les jeunes. La peur, parfois, des jeunes peut être une entrave, le sentiment d'impuissance aussi, et définitivement, le contre-transfert. Donc, être embarqué dans la relation et oublier notre mandat, se perdre dans l'intervention. Enfin, dans la dimension facteurs liés aux jeunes et à l'intervenant, on retrouve un troisième thème, soit l'appariement.
Les participants nous nomment des bons appariements et des moins bons appariements. Parmi les bons appariements, et les participants nous ont donné l'exemple de jeunes agresseurs appariés avec un intervenant sécurisant, non jugeant. Parmi les moins bons appariements, plusieurs exemples sont apportés. Un intervenant exigeant avec un jeune qui n'est pas prêt à travailler sur lui. Un jeune verbomoteur avec un intervenant qui ne lui laisse pas de place à s'exprimer. Un intervenant confrontant avec un jeune explosif, ce qui peut amener à de la confrontation et de l'escalade. Un intervenant envahissant avec un jeune en besoin d'espace. Un intervenant impatient avec un jeune anxieux. Un intervenant qui a des conflits non résolus en lien avec les délits du jeune, c'est-à-dire qui a été victime, par exemple, d'une agression avec un abuseur de ce même type d'agression. Parmi d'autres exemples qui ont été nommés, les participants ont parlé d'appariement en fonction de l'âge de l'intervenant. Ils donnent l'exemple d'intervenants plus âgés appariés avec un jeune qui a vécu de l'abandon. En fait, la différence d'âge donnerait plus de crédibilité à l'intervenant dans ces cas-là. Ils nous ont aussi parlé d'appariement en fonction du genre. Par exemple, un garçon agresseur, éviter peut-être de l'apparier avec une très jeune intervenante et de tenir compte, en fait, du vécu du jeune avec la figure masculine ou féminine pour l'appariement avec l'intervenant. Par exemple, un intervenant nous dit ici, ce jeune-là, il avait peut-être besoin d'une figure comme plus vieille, l'autre plus jeune, plus un garçon, plus une personne douce, plus autoritaire. On ne sait jamais là quand on a un nom sur papier. Alors maintenant, pour ce qui est de la dimension intervention et approche, on retrouve deux thèmes, soit intervention et approche. Voici une citation d'un intervenant. Quand le jeune a compris ce que tu veux faire avec lui, il te fait confiance. Généralement, il te dit tout de suite « Hey, écoute, j'ai trouvé ça cool ce que tu as fait pour moi. Puis sinon, j'y aurais pas été. » C'est là que c'est important. Quand on parle d'intervention, il faut avoir un coffre à outils très diversifié. Par moment, on peut être appelé à soutenir les jeunes, c'est-à-dire les renforcer, leur laisser des chances, ou chercher à comprendre, les encourager, les valoriser. D'autres fois, il faut les outiller. En tous les cas, les intervenants et les jeunes soulignent à quel point il est important de partir du jeune, de ses besoins. Mais à d'autres moments donnés, il est important de mettre des limites. Encadrer, sanctionner et camper son rôle. En tout temps, la communication joue un rôle central. Faire de l'écoute active, nommer les choses, faire des retours sur les situations vécues, observer et valider le non-verbal, utiliser l'humour, expliquer et valider la compréhension mutuelle des tâches attendues, échanger sur les perceptions de l'alliance avec un médiateur, et d'autres fois, déstabiliser. Il est important de savoir utiliser l'environnement, travailler en partenariat avec la famille, dans certains contextes faire des interventions de groupe, ou même utiliser l'intervention par les pairs. En tout temps, et c'est fréquemment souligné, il faut s'adapter aux jeunes, suivre le rythme du jeune, le personnaliser l'intervention, prendre le temps de l'apprivoiser, ajuster les objectifs et les attentes. Autre élément très important, faire avec, dans le vécu partagé. Des fois, ça implique de sortir du cadre d'intervention ou encore de faire des nouvelles tâches avec le jeune. Et même dans certains cas, les jeunes ont été très, très marqués par des intervenants qui prenaient le temps de partager des activités avec eux. Au niveau des interventions
inefficace tout ce qui est directivité en partant du point de vue de l'intervenant. Tout ce qui est stigmatisant pour le jeune. Lui mettre une étiquette, par exemple. Alors, certaines approches ont été soulignées, en particulier par les intervenants. Tout d'abord, l'entretien motivationnel qui peut aider à suivre le rythme du jeune. Les principes de médiation qui peuvent améliorer la communication. L'approche cognitivo-comportementale qui va aider à outiller le jeune, à pallier certains de ses déficits. Un des éléments centraux de la psychoéducation a été fréquemment mentionné, soit le faire avec. Et finalement, l'humanisme qui permettra de partir du jeune, de s'adapter à celui-ci. Le facteur temps a été nommé de toutes sortes de façons comme un élément central à l'établissement de l'Alliance. D'abord, les participants nous parlent de l'importance d'initier la relation, le début. Les intervenants nomment certaines interventions importantes en début de relation qui peut être plus difficile versus l'expérience passée du jeune. Il faut donc laisser du temps pour apprivoiser, faire avec, trouver un objectif simple commun, etc. Ensuite, au niveau du lien affectif, selon les intervenants, les jeunes ont besoin d'être sécurisés, écoutés. Souvent, ils n'ont pas connu ça. Souvent, les intervenants disent travailler la base de l'attachement. Ça aussi, ça prend du temps. Ils disent que le lien de confiance, selon les jeunes et les intervenants, doit être mutuel pour favoriser la relation. Certains intervenants et certains jeunes nous parlent ensuite de moments clés. Les facteurs wow, c'est comme le déclic du début du lien de l'établissement. Dans le faire avec. Par exemple, un jeune raconte que son moment clé était quand il est arrivé dans le centre où il était placé et qu'en partant, la première activité était du ménage. Et l'intervenant l'a tout simplement aidé et fait le ménage avec lui. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais connu, quelqu'un, un adulte, qui l'aidait dans une tâche qu'il avait à faire. Pour lui, c'était son moment clé. Alors que pourtant, pour l'intervenant, il pensait que c'était bien plus tard quand il l'a écouté et aidé lors de moments difficiles avec sa famille. Sauf que le jeune, en fait, avait vraiment comme laissé place à la confiance à cet intervenant-là parce que dès le début, il y avait eu son moment clé, son facteur wow avec l'intervenant. Une fois le début de l'alliance instauré, l'alliance va fluctuer. Les intervenants et les jeunes nous parlent de conflits. On parle de rupture du lien ou des ententes sur les buts ou les tâches. Quand le rôle de l'intervenant n'est pas clair, quand il y a un changement de dossier, quand il y a un manque de respect du rythme du jeune, quand le jeune ment par un manque de retour sur des situations de conflit non réglées, un jeune qui vit de l'injustice, etc. Ces différentes ruptures, en fait, peuvent être réparées en faisant un retour sur les situations de conflit. Et les intervenants nomment que c'est très important de faire un retour sur les situations de conflit pour les régler, se comprendre et apprendre de ces situations conflictuelles. Les participants nous nomment qu'au début de la relation est plus utilitaire, artificielle, pas volontaire. Il y a ensuite des moments clés où la relation devient plus authentique. On va le voir à l'écoute, la mobilisation de l'intervenant pour lui, ce que nous disent les jeunes. Les deux apprennent à se connaître à travers les activités, les rencontres, les discussions. La confiance s'installe. Si l'intervenant est juste, cohérent et congruent, il faut du temps. Faire des retours lors des situations pour résoudre les conflits et les ruptures. Enfin, l'intervenant peut aussi apprendre à travers la relation et s'améliorer en résolvant des ruptures, mais ça prend de l'humilité. Un intervenant dit, puis avant, dans les 2-3 premiers mois de suivi, il ne me transmettait rien. Puis maintenant, là, il va même me dire des trucs comme beaucoup plus personnels. Enfin, les participants nous parlent d'éléments qui touchent l'effet de l'alliance. En fait, selon ce qu'ils nous disent, il y a des effets pendant le suivi. Ça va favoriser l'ouverture du jeune, la crédibilité aux paroles de l'intervenant,
Ça va sécuriser le jeune qui osera nommer des choses. Les participants nous nomment aussi que parfois, l'impact va au-delà du suivi, bien après la relation. Par exemple, ça peut permettre aux jeunes de refaire confiance aux adultes. L'intervenant peut devenir aussi une personne ressource à long terme. Par exemple, un jeune nous mentionne « C'est comme pas avant 4 mois que comme je vais être vraiment, vraiment à l'aise avec la personne. Je suis facilement sociale, mais comme pour parler d'autres affaires, c'est comme rentrer dans d'autres sujets, c'est comme ça prend plus de temps. » Cette citation met encore en relief à quel point le temps a son importance pour l'établissement de l'alliance. Alors finalement, quand on fait un schéma ou une tentative de schématiser l'ensemble de ces dimensions-là et thèmes-là qui sont ressortis des points de vue des jeunes et des intervenants, on se rend compte que beaucoup de liens peuvent être faits avec la littérature, avec certains textes qui ont visé à faire une synthèse là, des éléments qui touchent l'alliance. Toutefois, notre recherche permet de dépasser ce qui avait été vu d'un point de vue théorique dans d'autres écrits, dans le sens qu'on a maintenant des appuis empiriques sur des éléments qui ont été notés d'un point de vue théorique dans des recherches ou des travaux antécédents. Ça apporte donc des référentiels qui sont spécifiques aux délinquants, des façons de faire propres au contexte d'intervention auprès des jeunes contrevenants. On pourrait dire des éléments plus précis et on souhaite qu'à plus long terme, nous puissions là, vous livrer du matériel sur les façons spécifiques d'intervenir, puisqu'il y a beaucoup plus qui a été dit par les intervenants et les jeunes que ce qu'on a pu vous rapporter en ces quelques minutes. Merci d'avoir été présent. À la prochaine. Je vous remercie aussi pour votre écoute et votre intérêt et au plaisir de pouvoir vous transférer éventuellement des façons de faire à travers toutes sortes d'outils de transfert de connaissances et possiblement de la formation.